Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Les Entretiens sur les antennes de l'Intelligent TV. C'est le domicile du ministre Joël Nguessan qui nous accueille ce jour. Membre du conseil politique du RHDP, notre invité fut ministre des Droits de l'Homme sous la présidence de Laurent Gbagbo. Il fut aussi porte-parole du RDL, le Rassemblement des Républicains, et du président Alassane Ouattara. Enfin, notre invité a été à la tête du comité de gestion du Fonds de développement de la formation professionnelle, à l'abrégé FDFP. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir chez vous. C'est tout un plaisir de constater que vous avez fait l'effort de vous déplacer. Et ça, vraiment, je vous remercie dans cette logique d'être venu chez moi pour m'interviewer. En tout cas, c'est nous qui sommes privilégiés de vous interroger ce jour. Monsieur le ministre, depuis quelque temps, on vous entend très peu sur les sujets d'actualité de votre pays, la Côte d'Ivoire. On se demande, qu'est-ce qu'il se passe? Il ne se passe rien de nouveau. La vie n'est pas faite que de politique. Il y a des moments où il faut penser à soi, gérer des dossiers qui vous concernent, qui n'ont rien à voir avec la politique. Et c'est pour cela que depuis quelque temps, certains pensent que je me suis retiré. Je ne me suis pas retiré. Je suis un observateur averti de tout ce qui se passe. J'ai mes idées et je les transmets à qui des droits. Vous êtes occupé par quelque chose d'autre que la politique en ce moment? C'est quoi exactement? Dans un premier temps, je m'occupe de mes enfants et de mes petits-enfants. Je voudrais que... Je ne voudrais pas trahir un secret, mais il faut que les Ivoiriens sachent que j'ai quand même 6 enfants et 9 petits-enfants. Donc là, à partir de cet instant, ça vous occupe parce que vous devez vous assurer de leur bonne éducation pour que demain, ils puissent réussir leur vie. Ça, c'est le premier élément. Mais le deuxième élément, c'est que j'ai d'autres activités professionnelles qui ne se déroulent pas forcément au niveau d'Abidjan, qui se déroulent au niveau de l'intérieur du pays et sur lesquelles je suis souvent parti pour gérer cela. Monsieur le ministre, je l'ai dit à l'entame de cet entretien, vous avez été porte-parole du RHDP, porte-parole du président PDG du RDR à l'époque, porte-parole du président Alassane Ouattara. En votre qualité d'ancien porte-parole du RDR, comment est-ce que vous percevez la communication du RHDP, une communication qui fait l'objet de beaucoup de critiques de la part de certains militants du RHDP? Moi, je trouve que nos porte-parole font du bon travail. Ils font du bon travail puisqu'ils anticipent sur pratiquement tous les sujets. Je dis bien pratiquement. Il y a certains sujets pour lesquels on ne les sent pas, mais sinon ils font du bon travail, ils ont de la réplique et ils savent s'organiser pour se passer la parole mutuellement et tout le monde intervient. Ce qui fait que je pense qu'ils font du bon travail. Mais monsieur, vous dites aussi qu'il y a certains sujets, certains éléments sur lesquels on ne les sent pas. Qu'est-ce qui leur manque? Qu'est-ce qui manque aux communicateurs du RHDP? C'est peut-être parce qu'ils n'ont pas la bonne information. Avant de communiquer, il faut d'abord avoir la bonne information. Je peux vous dire qu'au temps du président Alassane Ouattara, quand on était dans l'opposition, on avait une réunion tous les jeudis pour faire le point de tous les sujets. Et puis, on se distribuait la parole. Bon, je ne sais pas si cette méthode-là continue, mais ce qui est certain, si elle ne continue pas, il va falloir la reprendre. Parce qu'il y a certains sujets qui intéressent les Ivoiriens, pour lesquels les populations veulent être informées avant que les actes ne soient posés. Je vous donne un exemple. Cette histoire de déguerpissement, il eût fallu, dès le départ, informer les Ivoiriens d'abord. Et si c'était au temps du président Alassane Ouattara, on aurait fait d'abord une réunion pour dire, bon, écoutez, il va y avoir un déguerpissement, il va y avoir les choses communiquées là-dessus pour que les populations sachent, soient informées. Ça n'a pas été le cas. Ce qui fait que les gens ont commencé par nous accuser de poser des actes qui vont
qui vont contre les Ivoiriens. C'est une forme d'amateurisme que vous... Non, 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 ce n'est pas de l'amateurisme, mais c'est de dire, c'est les échanges d'informations qu'il faut à tous les niveaux. Qu'on soit ministre, qu'on soit maire, qu'on soit député, je pense qu'au niveau du RHDP, il faut créer les conditions de la mise en synergie des informations pour que les gens puissent communiquer avec des informations vraies, pas des informations fabriquées. Donc c'est un peu ça que je vais dire. Mais je crois qu'il n'est pas trop tard pour bien faire. D'accord. Monsieur le ministre, plus de 10 ans, vous avez été porte-parole du RDR, du président Alassane Ouattara, mais vous n'avez jamais été ministre sous le président Alassane Ouattara. C'est vrai, vous avez été ministre des droits de l'homme, mais c'était sous la présidence de Laurent Gbagbo. Vous avez été également à la tête du comité de gestion du FDFP. Est-ce que vous sentez quelque part que vous avez été lésé? Non, je ne peux pas dire cela parce que, comme je l'ai dit récemment, mes relations avec le président Alassane Ouattara sont particulières. Je suis peut-être l'un des rares qui le reçoit sans témoin. Je dis bien sans témoin. Et nous parlons. Je lui dis ce que je pense. Il me donne des conseils. Donc, ce qui fait que j'ai gardé cette relation avec lui et je ne m'en plains pas du tout. Il m'entoure de son affection à tous les niveaux, que ce soit pour mes besoins personnels, les besoins de ma famille, ou bien même par rapport à mes projets. Il m'a toujours entouré de son affection. Ce qui fait que, franchement, je ne peux pas dire que je suis quelqu'un de lésé ou non. Franchement, ce n'est pas le cas. Est-ce que le poste ministériel n'était pas encore plus réalisant? C'est à lui de décider qui doit être ministre. Franchement, vous savez, le destin politique d'un individu ne dépend pas de sa volonté à lui. Ça dépend de celui à qui le peuple a donné le pouvoir. Le président Alassane Ouattara peut vous appeler demain, vous, pour que vous soyez ministre de la Communication. Pourquoi pas? Mais c'est lui, quand il a détecté qu'à tel moment j'ai besoin de telle personne, il y va. Essayez de compter le nombre de personnes qui sont passées au gouvernement depuis que le président Alassane Ouattara est venu, qui sont passées, qui sont partis, et ainsi de suite. Donc c'est lui seul qui a la clé. Et d'ailleurs, pour votre information, il ne forme pas le gouvernement en public. Il ne forme pas le gouvernement en réunissant son conseil politique pour dire on va faire ceci. Il le fait seul. Il décide. Donc si demain matin il dit Joël Nguessan vient pour occuper telle fonction, ben, je ne peux que me plier à cela. Vous le souhaitez? Vous pensez intégrer le gouvernement? J'ai déjà été ministre. Oui. Je connais la salle du conseil des ministres. Je sais comment les débats s'y passent, qu'on laisse la possibilité aux autres d'y aller. Vous n'avez plus cette intention de retourner... Non, non, ça ne me concerne pas. Du moins, je n'ai pas cette ambition. Je n'ai pas cette ambition. À mon âge, je n'ai pas cette ambition. J'ai d'autres types d'ambition. À presque 70 ans, monsieur le ministre, vous avez été porte-parole du RDR, porte-parole du président Alassane Ouattara, vous avez été ministre. Est-ce que vous pensez à vous retirer de la scène politique? Non. Je ne me retirerai pas de la scène politique parce que quand tu rentres en politique, tu y restes. Pour la simple raison que tu y viens par conviction. Je vous l'ai dit, moi je suis venu en politique par rapport à quelques événements successifs. Un, le coup d'État de 99. Alors que nous tous, on savait qu'il y allait avoir un coup d'État. On n'a pas compris pourquoi les tenants du pouvoir d'alors n'ont pas su anticiper. Donc, personnellement, je me suis révolté. Je n'étais militant d'aucun parti. Mais je me suis révolté. J'ai dit, ce n'est pas normal qu'il y ait un coup d'État dans le pays de Félix Houphouët-Boigny. Donc, je vais aller regarder à l'intérieur du parti que le président
Félix Houphouët-Boigny avait créé. C'est pour ça que j'ai pris ma carte. Au lendemain du coup d'État, je suis allé prendre ma carte. Pour dire aux gens, c'est pas normal que j'ai l'impression que vos stratégies, vos réflexions, vos actions ne correspondent pas du tout à la philosophie de Félix Houphouët-Boigny. Par la suite, quand on a fait les accords de Linas Marcoussi, ce sont les dirigeants du PDCI, Guégué Madi, Noël Lemain, paix à son âme, qui sont allés voir M. Anaki Kobena pour dire, moi, Anaki leur a dit, prêtez-moi Joël. Donc je suis allé accompagner Anaki Kobena au niveau du MFA. Je suis rentré au gouvernement et je me suis mis à l'écart. Quand un matin, j'ai observé que le parti de RDR avait un président qui avait un programme bien précis. Un programme chiffré. J'ai dit, ah, cela me convient. Quelqu'un qui est capable de chiffrer son programme, c'est qu'on est capable de contrôler la mise en œuvre effective de son programme. Je vais le rejoindre. C'est comme ça que vous allez au RDR. Alors, que devient le ministre Joël Nguessan depuis sa suspension de la tête du comité de gestion du FDFP? Mais le ministre Joël Nguessan reste toujours le ministre Joël Nguessan. Il n'a pas changé. Il est le même, il s'occupe de sa famille, il s'occupe de ses activités personnelles. Je suppose qu'en posant cette question, vous voulez savoir qu'est-ce que je pense de ma suspension. Mais je voudrais vous rappeler ceci. Ce n'est pas moi qui me suis nommé. C'est le président Alassane Ouattara qui, un jour, un lundi, m'a informé, il m'a appelé, il m'a informé, lors d'un entretien en tête-à-tête, qui me mettait à la tête du FDFP. Je l'ai remercié, et en même temps, je lui ai posé une question, mais pourquoi le FDFP? Il dit non, que c'est Achille Patrick qui lui a dit, le Premier ministre Achille Patrick, qui lui a dit que j'étais dans le domaine de la formation. Il dit, ok, oui, effectivement, j'ai été dans le domaine de la formation. J'ai même rempli des missions de consultante avec le Premier ministre Achille Patrick, qui lui aussi avait un cabinet. Et moi, j'avais un cabinet dans le cadre de la Banque mondiale. Donc, ce qui fait que il a estimé que je pouvais assumer cette fonction. Il dit, bon, ok, il n'y a pas de problème. C'est lui le patron, il décide, moi j'y vais. Donc, c'est comme ça que je me suis retrouvé à la tête du FDFP. Quand je suis arrivé, mon premier constat, c'est que il y avait quelques difficultés. La première difficulté, c'est que des rapports d'audit qui m'ont été transmis prouvaient que le secrétaire général qui était là avait commis des... Ange-Barry Battesti. Non, non, il n'était pas là. D'accord. L'ancien, que je ne voudrais pas nommer, avait commis quelques actes de malversation. Alors sachez que moi je suis de ceux qui croient au fait qu'on peut lutter contre la corruption. Donc j'ai personnellement demandé au président de la République que ce monsieur-là soit enlevé. Qu'on ne peut pas avoir à la tête du FDFP quelqu'un qui, au bout de 5 ans, a détourné quelques milliards. Donc, ils ont accepté. Et c'est par la suite que Ange-Barry Battesti a été nommé. Et sur ma recommandation d'ailleurs. Mais qu'est-ce que je vais constater? C'est que sa nomination a été accompagnée du fait que c'est lui qui avait le pouvoir de signature sur les comptes. Et en un temps record, en moins de 2 ans, l'inspection générale d'État vient faire un audit. Il y a près de 4 milliards qui sont partis. Alors j'ai dit, ah non, il ne peut pas rester. Il ne peut pas rester. Vous l'avez suspendu aussi? Ah oui, je l'ai suspendu. Ça n'a pas plu à ses mentors. Qui sont ses mentors? Ben, il y avait le ministre Achille Patrick, il y avait le ministre Sanogo. Ça ne leur a pas plu. Et donc, ils ont recommandé au président de la République de nous suspendre tous les deux. Vous leur en voulez Non. Ses mentors, le Premier ministre Patrick Achille, non, le ministre Sanogo. Non, je ne leur en veux Sanogo. pas, mais seulement ce que j'ai fait remarquer, c'est que quelqu'un qui dit aux voleurs, on dit non,
vous deux, puisque tu as crié au voleur, on vous suspend. J'ai porté plainte au niveau de la police économique et financière. J'ai même les rapports, tous les rapports. J'ai porté plainte. Mais malheureusement, bon, ça n'a pas donné de suite. Pour vous, c'est une caution à la corruption, à la mauvaise gouvernance? Moi, je considère que quand les gens ont volé et qu'on a les preuves palpables et qu'on ne les traduit pas en justice, c'est comme si on encourageait la corruption. Alors, le gouvernement Patrick Achid alors était un gouvernement corrompu? Non, je n'ai pas dit que c'était un gouvernement corrompu, mais ils n'ont pas posé les bons actes. Ils n'ont pas posé les bons actes par rapport aux gens qui étaient corrompus. Ça, je le maintiens, j'en ai les preuves et j'ai dit que ça, je ne peux pas le supporter. Le président Alassane Ouattara ne peut pas décider de lutter de manière énergique contre la corruption et puis quelqu'un qui découvre qu'un de ses collaborateurs ou bien un de ses agents a volé, qu'on dise non, 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 lui il faut le maintenir. Ça, moi je ne suis pas d'accord. Jusqu'à nouvel avis. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a au RHDP certains qui travaillent contre le président Ouattara, qui travaillent à salir sa réputation? Tous ceux qui se mettent dans la corruption salissent l'image du président Alassane Ouattara. Je peux vous dire, hein, franchement, que cette affaire de corruption, c'est ça qui ternit un peu notre image. Quand vous dites notre, vous parlez du RHDP? Du RHDP. Écoute, le ministre Zorobi Epifane, il a annoncé, c'est près de 1200 milliards, et voire même peut-être 1400 milliards, qui sont liés à la corruption chaque année en Côte d'Ivoire. Imaginez ce que cela veut dire. 1400 milliards de francs CFA. Ça veut dire pratiquement le 10e de notre budget qui va dans le domaine de la corruption. On ne peut pas continuer. Monsieur, mais ce que vous dites, c'est tellement intéressant. Quand vous dites que c'est la corruption qui ternit notre image, c'est-à-dire le RHDP, ça dit que plus de 10 ans, le RHDP a échoué à lutter contre la corruption. C'est un échec à ce niveau-là. Le président Alassane Ouattara a posé des grands actes pour lutter contre la corruption. D'abord, il a fait, je me souviens encore qu'il a eu un conseil des ministres où il a annoncé les grandes mesures pour lutter contre la corruption. Il a créé des institutions. Mais c'est les individus qui sont à certaines responsabilités qui posent des actes qui nuisent au président. Le président Alassane Ouattara ne peut pas descendre dans la gestion des EPN, dans la gestion des sociétés d'État. Il ne peut pas descendre là-bas. Mais si nous-mêmes, à qui il a fait confiance, nous ne sommes pas capables d'avoir un comportement moral vis-à-vis de ça, mais ça pose problème. Ça pose problème. Ce qui fait que, attends, il n'y a pas une semaine où les gens ne parlent pas de corruption ici, corruption sur les passeports, corruption à la police, corruption à la justice, corruption au transport, ainsi de suite. Il n'y a pas une semaine où on ne parle pas de ça. Ça veut dire que quelque part, nous sommes en train de creuser nous-mêmes le trou de notre bonne gouvernance. Et ça, ce n'est pas bon. C'est pour ça que j'encourage le ministre Zorobi Epifane dans son action pour qu'il continue. Et que mon souhait, c'est que la justice, une fois que ces cas-là sont avérés, que la justice joue son rôle. D'ailleurs, ça va faire l'objet de mon prochain livre, parce que je vais énumérer clairement les cas qui ont été portés à ma connaissance pour dire attention, attention, attention. On ne peut pas être un pays avec un budget de près de 13 milliards et puis maintenant avoir une corruption de près de 1200 milliards, c'est trop. Vous parlez de votre prochain livre, l'intitulé c'est quoi? Le prochain livre, c'est l'intitulé « Lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire, vœux pieux, réalité ou slogan ». Et je vais donner des exemples. Pour vous, c'est un slogan en Côte d'Ivoire? Non, je ne dis pas. Je dis réalité. D'abord la réalité avant le slogan. Mais si la réalité ne dépasse pas, comment on appelle ça, les faits matérialisés, bon, ça donnera l'impression que c'est un slogan. D'accord. Monsieur le ministre, on va parler de politique, si vous le voulez bien. Merci. Le jeudi 11 avril dernier, votre parti politique, le RHDP, a commémoré le 11 avril 2011, c'était au Palais de la Culture de Treichville, sous le thème 11 avril 2011, triomphe de la démocratie. Et quel souvenir gardez-vous de ce jour-là?
Waouh! D'abord, je vais commencer par le 8 avril. À la veille du 8 avril, le 7, le président de la République, à partir du Golfe, a demandé aux Ivoiriens de commencer à vaquer à leurs occupations. Et ce jour-là, moi, je suis sorti avec 2 voitures, 2 chauffeurs et puis 2 gardes des corps. Et notre convoi a été attaqué par des escadrons de la mort. Non loin d'ici, à côté de l'immeuble CGK. Et il ne vous cache pas que ça a été un traumatisme. Mes 2 chauffeurs et mes 2 gardes de corps ont été abattus sous mes yeux par les escadrons qui étaient conduits par CK Ansem. Et j'ai eu la vie sauve parce que l'ex-gendre de Babo Laurent, qui est mon neveu, était avec eux et puis il m'a... Il s'agit de qui? Je peux vous le dire, c'est Stéphane Kipré. Stéphane Kipré. Donc il a intervenu pour qu'il ne me soit rien arrivé. De là, on m'a pris, on m'a envoyé au palais chez le président Laurent Gbagbo, et Simon Gbagbo a demandé à ce que me fasse partie de là-bas. De là-bas, en définitive, je me suis retrouvé 2 jours après au domicile du Premier ministre Bani. Donc, quand les bombardements ont commencé sur le palais présidentiel, j'étais chez le Premier ministre Bani, et c'est là-bas que j'ai appris, du moins j'ai vu à la télévision, l'arrestation du président Laurent Gbagbo. Ah, vous n'étiez pas au Golfe en ce moment? Non, je n'ai jamais été au Golfe. Et je peux vous dire que le président Alassane Ouattara n'a jamais voulu que j'aille au Golfe. Pour la simple raison qu'il se disait, si les choses se passaient mal, vu ma situation de personne en situation de handicap, je ne pouvais pas fuir. Donc il a refusé. Je devais y être, mais il a refusé. Donc, c'est pour vous montrer un peu la façon dont il prend soin de moi, même à tous les niveaux. Et vous étiez chez Bani, le Premier ministre Charles Konan Bani. Et c'est là-bas que j'ai vu à la télévision l'arrestation de Gbagbo. Je vous dis la vérité, c'était tellement un soulagement pour moi que je me suis tombé par terre en pleurant. Parce que je me suis dit, enfin, il fallait que cela se réalise. Parce que comment comprendre que pour des élections banales qu'on organise, des élections qui se passent bien, parce qu'il y a eu un refus des résultats, bon, on se retrouve avec des milliers de morts. Ça, je ne l'ai jamais accepté. Et je peux vous dire que quand on me pose la question, j'ai dit, ce jour-là, c'était la libération de la Côte d'Ivoire. Mais dans le camp d'en face, au PPACI, qui était à l'époque FPI, on estime que ce jour-là, c'est un jour où la démocratie a été assassinée en Côte d'Ivoire. Quelle démocratie? Est-ce que les gens du FPI ou bien du PPACI ont été démocrates depuis qu'ils sont arrivés au pouvoir? Ils n'ont eu que la violence comme propos. D'ailleurs, quand vous les entendez parler dans leur gestuelle, ils n'ont jamais eu une gestuelle calme. C'est toujours comme ça. C'est quoi ça? Mais au RHD, on a aussi des gens qui sont fougueux, oui, qui ont cette gestuelle-là. Même sur les thèmes principaux, là, on peut calmer la gestuelle. Ce n'est pas des démocrates. Ce n'est pas des démocrates. 1990. 1990, ils sont arrivés. Les opposants, ils ont exigé la démocratie. Le multipartisme, comment? C'est pas la rue. Ils présentent leur leader comme le père de la démocratie, non, comme le père du multipartisme en Côte d'Ivoire. Non. Il est peut-être celui qui a demandé le multipartisme, mais ce n'est pas un démocrate du tout. Sinon, pourquoi en 1995, il était dans une approche de boycott des élections? Ça, c'est un. Il était avec le RDA à l'époque. Oui, ils ont créé le Front républicain, mais je peux vous dire une chose, c'est que le président Ouattara m'a expliqué que lui venait d'arriver, il ne connaissait pas encore le jeu politique, mais sinon il n'a jamais été pour ça. Il s'est fait rouler alors par le président Laurent Gbagbo.
il s'est fait embarquer inutilement dans une affaire de front républicain. Ça, c'est un. Et ça, il me l'a dit à moi. Il s'est fait rouler tranquillement. Et il regrette alors? Hein? Il regrette? Ce qui est certain, c'est que quand en 2000, je ne sais plus, en 2008, on devait créer les conditions pour empêcher la continuation du pouvoir du président de l'époque, Laurent Gbagbo. Le président m'a reçu. Il m'a dit, écoute, jeune frère, je ne veux pas. Je ne veux pas. Il n'est pas question qu'on fasse descendre des gens dans la rue. Allons-y dans le processus normal de dialogue pour arriver à des élections. Et c'est ce qu'il a suivi. Il n'a jamais souhaité cela. Il n'a jamais souhaité qu'il y ait de la violence, aussi bien au niveau des propos que de la violence au niveau des actions, surtout dans le jeu démocratique, dans le jeu politique. Donc, c'est vous dire que quelque part, bon, c'est pour ça que je vous disais tantôt que nos débats ont toujours été des débats face to face. Le président Ouattara. Et puis, il me dit certaines choses que je ne dis pas forcément sur la place publique, mais j'ai réussi à comprendre l'individu, la personne, la personnalité, sur ce qui constitue son centre d'intérêt. D'accord. Alors, monsieur le ministre, d'un côté, on parle de 11 avril, triomphe de la démocratie. D'un autre côté, 11 avril, assassinat de la démocratie. Est-ce que ce n'est pas la preuve d'une Côte d'Ivoire désunie, d'une Côte d'Ivoire non réconciliée depuis les événements de 2011? Ce qui est certain, depuis 1990, quand on a introduit le multipartisme, la désunion a commencé. Et ça ne vient pas du PDCI. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis un peu surpris de voir des gens qui parlent d'une éventuelle alliance avec le PDCI. Vous ne croyez pas? Non. Le PDCI ne va pas se régner par rapport à ses origines. Le PDCI, c'est avant tout le dialogue et la paix. Ce n'est pas la violence. Ce n'est pas les marches. Ça, je ne suis pas d'accord. Quand en 2020, le président, paix à son âme, le président Bédi a décidé de s'allier à ces partisans de la violence, j'ai souri, j'ai dit, mais dis donc. Mais c'est le président Bédi qui a lancé la désobéissance civile. Non, j'ai dit, mais c'est que franchement, il a vraiment perdu le sens profond du PDCI. C'est pour ça que mon souhait, c'est que les nouveaux dirigeants du PDCI RDA changent de posture dans leur approche avec le PPACI. Le PPACI, du moins le FPI qui est devenu en partie FPI d'un côté et puis PPACI de l'autre côté, mon souhait, c'est que tant qu'ils n'ont pas changé de comportement, que personne ne s'allie à eux. En 2025, on aura la présidentielle en Côte d'Ivoire. Comment vous la voyez, cette présidentielle-là? Bon, j'ai coutume de dire que je n'aime pas faire des paris sur le court, le moyen et le long terme. Pour la simple raison que le souffle de vie que nous avons en nous ne nous appartient pas. Il appartient à Dieu. Il appartient à Dieu. Je l'ai dit sous autre forme en disant, bon, pour 2020, c'est ceux qui seront en liberté, en bonne santé et en vie qui pourront avoir des ambitions. Donc, je n'ai pas trop envie de faire des paris sur 2025. Mais ce qui est certain, si Dieu nous donne longue vie, il y aura des élections en Côte d'Ivoire. Et là, on saura quels sont ceux qui pourront avoir des prétentions pour cette période-là. Ceci étant dit, quand je parle du fait que le souffle de vie qui est en nous, on doit faire très attention dans nos propos, c'est parce que c'est Dieu qui fait que nous sommes en vie. C'est Dieu qui fait que nous sommes. Et il y a des gens qui ont des propos et des projets sans tenir compte de ce grand Dieu qui est le seul maître de notre destinée. Bon, on les laisse. On sait ce qui s'est passé en 2020. Il y a certains qui étaient au zénith de leur ambition politique, mais qui n'y étaient pas. Donc, on ne sait pas ce qui va se passer en 2025. Donc, personnellement, je suis très serein, observateur,
J'attends que ceux qui peuvent concourir soient reconnus officiellement par le Conseil constitutionnel. Ceux qui ne peuvent pas concourir aussi, j'espère qu'ils auront la sagesse et l'intelligence nécessaires de ne pas vouloir créer la chienlit en Côte d'Ivoire. Monsieur le ministre, j'imagine que vous priez ce même Dieu-là pour que le RHDP se maintienne au pouvoir après l'élection présidentielle de 2025. Mais la question qu'on se pose, avec quel candidat? Bon, pour le moment, notre candidat, c'est le président Alassane Ouattara. Franchement, vu l'excellent travail qu'il a abattu en 13 ans, il a abattu un travail qui est énorme, énorme, sur tous les plans. Routes, écoles, centres de santé. Franchement, je ne sais pas. Il a même positionné notre pays au plan international de telle sorte que notre diplomatie, elle est totalement gagnante. Et il pourrait dire qu'il a tout fait pour la Côte d'Ivoire, il est temps pour lui de partir. C'est à lui de décider. Mais s'il part, qui, monsieur le ministre, c'est à lui de décider, mais pour le moment, là, tant qu'il ne s'est pas prononcé, s'il nous dit qu'il est candidat, nous tous on se met derrière lui. Franchement, comme un seul homme. Le RHDP se mettra en rang serré derrière lui. Et vous allez voir la démonstration de, comment on appelle ça, de mobilisation que nous allons faire à cette période-là. Monsieur le ministre. Maintenant, si, comme je ne le souhaite pas, il décide qu'il veut se reposer, ne vous en faites pas. Il y a suffisamment de cadres au niveau du RHDP pour pouvoir assumer. Il y a un nom qui vous vient en tête quand vous dites qu'il y a suffisamment de cadres? Oh, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Il y a des gens qui ont occupé des hautes fonctions dans ce pays. On parle à commencer par le, comment on appelle ça, le vice-président. Koné Tiemoko. Ouais, certains parlent aussi d'Adama Bictogo, le président de l'Assemblée nationale. Je ne vais pas prononcer des noms à ce niveau. Mais j'ai dit, il y a le vice-président qui est là, qui peut assumer cette fonction. Le ministre Ibrahim Ouattara, ministre d'État, qui a été ministre des Affaires présidentielles. Donc, qui connaît tous les dossiers présidentiels. Il peut être un très bon candidat pour nous. Il y a la ministre Kandia Camara, qui a des compétences parce qu'elle a occupé plusieurs fonctions. Mais ils sont nombreux comme ça. Donc, franchement, c'est vous dire que ce n'est pas les cadres qui nous manquent. Donc, si vous voulez que je vous donne la totalité de on a au minimum 10 ou 12. Oui, on a au minimum 10 ou 12. Que le président l'a dit, il y a une dizaine de cadres qui sont capables de le succéder. Mais il faut quand même un nom, une personne qui émerge. Si Ouattara se retire, monsieur le ministre, vous voyez qui concrètement? Non, moi je ne vois personne. J'attends celui qui va me dire qu'il a des ambitions. J'attends, je ne vois personne, je ne vois pas quelqu'un. Je vous ai dit, le président Ouattara l'a dit, c'est 10 personnes. Moi, j'ai dit à peu près 12. Je ne veux pas attendre que on dise, ouais, c'est lui-là qui peut. Non. C'est plutôt, quels sont ceux qui vont avoir la prétention de succéder au président Ouattara? Et puis maintenant, nous, en interne, au niveau du RHDP, on va apprécier les compétences de celui-là. Est-ce qu'il a l'expérience pour diriger un pays? Est-ce qu'il sait ce que c'est que le fonctionnement des gouvernements? C'est pour ça que d'entrée de jeu, je vous ai parlé de Tiemoko, d'Ibrahim Ouattara. C'est pour ça que je vous ai parlé d'eux. Mais pour moi, ces personnes-là doivent manifester le désir, sans se presser, puisque de toute façon, on attend que le président de la République se prononce. S'il est candidat, toutes les ambitions s'éteignent. D'accord. S'il n'est pas candidat, les ambitions peuvent émerger. Et au moment où les ambitions émergent là, nous autres là, au niveau du conseil politique, on saura apprécier quelles sont les ambitions qui sont capables. Ce n'est pas le... Comment on appelle ça? Le pharo sur les réseaux sociaux, dans la presse. Moi, je suis ceci, parce que moi, je suis un peu les réseaux sociaux pour voir un peu comment les gens se comportent. Il y en a qui se prépositionnent comme des potentiels successeurs possibles. Vous pensez à qui quand vous dites ça? Oh, ils sont eux tous. Dans les 10 là, eux tous. Quand vous les voyez sur les réseaux sociaux, à peine ils s'en vont donner un banc dans un établissement, ils font des déclarations sur les réseaux sociaux. Non, 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 non. Les gens qui seront en vie, en bonne santé et
en liberté, surtout si le président Alassane Ouattara ne veut pas. Laissons ces gens-là présenter leur ambition et puis ne vous en faites pas. Nous, on sera choisis. Monsieur le ministre, pendant qu'on prépare la présidentielle au RHDP, il y a un média français, Africa Intelligence, qui a révélé que l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, a contacté le président Ouattara pour avoir des échanges avec lui. Déjà, quel est votre commentaire sur ça? Bon, moi, depuis le jour où le président Soro a détourné son avion au lieu de venir à Abidjan, je fais partie de ceux qui ont dit qu'il lui fallu qu'il vienne, qu'il se mette à la disposition de la justice et qu'il s'explique. Bon, il a préféré partir en exil. Je considère que, personnellement, c'est un exil volontaire. Et à plusieurs reprises dans la presse, je l'ai dit, j'ai dit, mais qu'il vienne. On ne peut pas, il ne faut pas qu'il ait peur, qu'il vienne. Bon, les gens m'ont dit, oui, bon, c'est bon qu'il se mette en exil. J'ai dit, non, notre constitution n'autorise pas ça. S'il était venu, peut-être que c'était déjà résolu. Mais je suis heureux de constater qu'il a pris attache avec le président Alassane Ouattara en vue de faire son comeback. Il n'est pas loin. Il sait qu'il va venir bientôt. Il n'a qu'à venir se mettre dans le jeu politique, comme tout le monde. Il est un des acteurs politiques de Côte d'Ivoire, il ne faut pas le négliger. Il a joué un rôle important. Il a dirigé la rébellion. Il a été Premier ministre. Il a été président de l'Assemblée nationale. Il est bon qu'il vienne. Et puis, bon, allez, que tout le monde arrive à compétir. Une fois qu'il aura bénéficié d'une amnistie, que tout le monde arrive à compétir. Mais je ne suis pas d'accord qu'il soit à l'extérieur. Et je me réjouis qu'il revienne. Vous souhaitez l'amnistie pour lui? Pour tout le monde. Parce que personnellement, il y a des gens qui ont commis des crimes graves, qui ont déjà bénéficié des grâces présidentielles, dont la responsabilité dans les 3000 morts est prouvée. Bon, franchement, on n'a qu'à tourner la page. Mon souhait, c'est qu'on tourne rapidement la page. Même Laurent Gbagbo aussi. Mais qu'on tourne la page. On n'a qu'à tourner la page. Et on va passer à autre chose. D'accord. On va passer à une nouvelle génération. Franchement, moi, c'est mon souhait, ça. D'accord. Et après la révélation de cette information, Guillaume Soro a fait un post pour indiquer que la prochaine rencontre entre lui et Ouattara, ça sera Abidjan. Et cela fait dire à certains que Guillaume Soro est sur la voie d'être désigné comme le successeur de Ouattara. Non, je vous dis que au niveau du RHDP, ce n'est pas par les journaux qu'on désigne le successeur de Ouattara. C'est quand même, c'est un parti organisé, c'est une convention qui désigne, c'est un conseil politique qui se réunit et qui propose. Donc ce n'est pas dans les journaux qu'on désigne. Donc tout ça, ce sont des, comme le dirait l'autre, des fake news. Et le président Ouattara pourrait avoir comme adversaire, au cas où Ouattara est candidat du RHDP, bon, on va dire simplement, le RHDP pourrait avoir comme adversaire Tidjane Thiam, président du PDC-IRDA, qui ne cache pas ses ambitions présidentielles. Quelle lecture faites-vous de cette personnalité politique? Ben, écoutez, Tidjane Thiam est jeune. Donc, moi personnellement, j'apprécie ses compétences professionnelles. J'apprécie son curricula universitaire supérieur, parce qu'il a fait de très bonnes études. J'ai eu le privilège de le connaître quand il était au Bénin. C'est un garçon brillant. Maintenant qu'il a décidé de venir se mettre au service de son pays, ben qu'il y vienne et qu'il se mette dans le parcours politique. Hein, les Ivoiriens seront appréciés. Il trouve le sommeil au RHDP? Non, on ne peut pas trouver le sommeil au RHDP. Notre champion est bon. Donc il ne peut pas nous troubler. On entend beaucoup de sorties contre Tidjane Thiam. Une fois qu'il prend la parole, après le RHDP répond comme si on avait peur du monsieur. Là,
Là, c'est l'un des problèmes dans notre système de communication. Pour nous qui avons fait des études de gestion, on vous dit en marketing et en communication, quand ton adversaire pose un acte, tu n'as même pas besoin de prononcer son nom. Parce que chaque fois que tu prononceras son nom, c'est que tu es en train de faire sa promotion, tu es en train de faire sa publicité. C'est une erreur de communication de nos gens. Mais Tidiane est arrivé, il est à la tête de son parti, mais il faut le laisser. Qu'est-ce qu'on a à répondre, surtout que ce que j'ai observé, il n'a jamais eu un ton belliqueux vis-à-vis de nous. Il ne fait que donner sa pensée à lui, mais on n'a pas à s'en prendre à lui. Moi, je n'aime pas ça. Merci beaucoup à vous, Monsieur le Ministre. Là, nous allons marquer un arrêt à cet entretien. À vous infiniment merci pour ce privilège que vous nous avez accordé en acceptant de nous recevoir chez vous ici pour répondre à nos questions. Merci, c'est vous que je remercie. Et dites-vous que je suis toujours disponible quand vous aurez besoin de moi. Merci beaucoup à vous, Monsieur le Ministre. Au revoir. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet entretien avec le ministre Joël Nguessan chez lui, à domicile. À très bientôt sur nos antennes pour un autre numéro. Au revoir. Au revoir.